Et si je vous disais que Tupac n'était pas mort? Il a faké sa mort quand il a appris Qui est derrière tout ça? et il est réapparu sous le nom de Akil the MC, un rappeur de Cali aussi. Sur les réseaux, il y a une grosse théorie qui dit que Akil, c'est Tupac. Et puis ça se voit. Observez les gestes, la façon de bouger, la façon de parler, les mimiques du visage. Tu peux pas recopier tous ces gestes comme ça anodinement. C'est les expressions faciales. C'est troublant de similitude. En plus, ils seraient nés la même année, ils viendraient tous les deux de la Californie. Akil the MC est un rappeur qui a émergé sur scène en 1996. Pile quand Tupac a disparu. C'est bizarre quand même. Après, cette théorie manque de preuves solides, j'avoue. À votre avis, c'est lui ou pas? Même si c'est pas lui, est-ce que Tupac serait quand même en vie? Après tout, les légendes ne meurent jamais. Mais déjà, comment ça se fait que Tupac c'est autant une légende? Le meilleur rappeur du monde! Ah, c'est pas du tout exagéré. Alors que le mec, à la base, il est quand même allé en prison pour violon, hein? Sans le on. Il est accusé d'un gamin de 6 ans par balle. En tout cas, c'est avec son arme. Ah, il a lâché 500K à la daronne pour calmer l'histoire. Et il croit que ça y est, on a tous oublié. Bah non, pas moi. La disparition d'un gamin après le concert de Tupac. Alors, c'est en 1992 que Tupac est invité à faire un concert à Marine City. C'est un des tchekards dont il est originaire, où il a vendu de la gueugue. Il a assisté à des fufus, donc tous les mecs de Tchex là-bas, ils le connaissent très bien. Tupac, c'est un frère qui est sorti de l'orthèse. Mais c'est ça qui pose problème. Lui, il accepte avec enthousiasme de se produire devant les habitants. Il se dit, ça fait plaisir, tiens, un retour au ghetto. C'est là où tout avait commencé. Mais stupéfaction, pendant le concert, le public commence à huer. Ils sont pas contents du tout. Ils trouvent que c'est un traître, Tupac. Lui, il comprend pas ce qui se passe, il continue comme si de rien n'était. Yo, yo, yo. Lui, il est là, il se dit, je suis avec les miens. Mais pour eux, il a enfreint la règle d'or du ghetto. Il est sorti de la misère et il est devenu riche. Ça, y a pas le droit de le faire quand tu viens d'un quartier. Les habitants de Marine City le voient comme un traître qui gagne de l'argent sur leurs histoires. Ils racontent leurs histoires qui lui sont jamais arrivées parce que Tupac c'est un faux gangster et il se fait de l'oseille avec leur réputation. Son côté Thug Life, ce n'est que du business et du buzz. Après le spectacle, il décide de signer des autographes et là ça part en cacahuète. Les gens, ils commencent à s'attroupler, ça commence à mettre des coups de baffe. La sécurité n'arrive plus à repousser les gens, ils commencent à se prendre des coups sur lui. Et là, lui, il panique et il sort un guigui. Et il commence à le pointer. Mauvaise idée, c'est sûr. On lui tape sur la main, son guigui tombe par terre. Et sa sécurité, il le chope et il le cache sous une voiture. La foule rompt le cordon de sécurité. Ça s'agite de partout. Et là, il y a un idiot qui a réussi à ramasser le flingue. Et dans tout ce brouhaha, il a appuyé sur la gâchette. Et il a atteint un gamin de 6 ans qui perd sa vie sur le coup. Et cet idiot qui a tiré, il se barre tout de suite. En plus, avec la foule, on ne sait pas qui c'est. Donc la police, lorsqu'il est arrivé, elle chope le flingue et elle voit que ça appartient à Tupac. Donc tout de suite, il l'embarque. Et donc Tupac est accusé d'avoir ce gamin. Au final, aucune accusation n'est portée contre lui parce qu'il n'a pas tiré. Lui, il se trouvait sous la voiture. Enfin, officiellement en tout cas. Les médias s'en donnent à cœur joie en écrivant que c'est avec l'arme de Tupac qu'un enfant a été... Et pour calmer cette histoire, il a dû verser un demi-million de dollars à la maman. Mais pour le grand public, c'est devenu un méchant qui a retiré la vie d'un petit innocent. T'étais au courant de ça? Alors, après cette histoire, est-ce que tu kiffes autant Tupac? Moi, des fois, je ne comprends pas pourquoi il est aussi adulé alors qu'il a là les histoires sales derrière son dos. Est-ce que Tupac ne serait pas un poil surcoté? Je pose la question, c'est tout. Réponds-moi dans les commentaires et dis-moi, à ton avis, s'il était resté en vie jusqu'à aujourd'hui, que dirait-il sur le monde actuel? Est-ce qu'il serait dans l'affaire de P. Diddy? Ou est-ce qu'il apporterait son soutien à Kamala Harris ou alors à Donald Trump? Ou alors il resterait thug jusqu'à la fin de sa vie? En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous raconter son histoire avec les détails les plus sales et les plus intéressants. Des trucs que personne ne raconte. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir comment Tupac est devenu une icône culturelle et pourquoi son héritage perdure jusqu'à aujourd'hui? Alors, c'est parti! Tupac Shakur, légende immortelle. Le ghetto et la famille d'où il vient. Alors, pour vous mettre dans l'état d'esprit de Tupac, on va remonter un peu le temps pour comprendre cette ambiance de l'Amérique à l'époque. Et pourquoi elle est devenue comme ça? Qu'est-ce qui a façonné le jeune Tupac? Nous sommes donc un peu avant sa naissance, dans le milieu des années 60. Kennedy vient d'être assassiné.
La guerre du Vietnam fait rage, les hippies fleurissent un peu partout, l'Amérique fait face à une crise de pétrole, et la grande nouvelle aux États-Unis, c'est que la population afro-américaine obtient les mêmes droits que les Blancs, grâce aux nouvelles lois qui interdisent la ségrégation raciale. Mais soyons honnêtes, l'attitude des Blancs envers les Afro-Américains n'a pas changé comme ça du jour au lendemain juste avec une loi. Dans presque chaque grande ville, des ghettos existent où vivent les Afro-Américains, avec leurs propres règles et leur propre vie. Les politiciens, ils ferment un peu les yeux sur ces endroits, genre non, ça n'existe pas, nous. Les médias, ils en parlent pas parce qu'ils ont peur d'y mettre les pieds. Les seuls qui osent y aller, ce sont les policiers. Et encore, dans ces ghettos, c'est la misère totale. Des écoles en ruine, aucune subvention, pas de travail. Pour rétablir la justice, les habitants de ces ghettos organisent un groupe. Ils se font appeler les Black Panthers. Et c'est un gang interdit mais qui font la loi. Et les futurs parents de Tupac en font partie. C'est Afeni Shakur et Billy Garland. Malheureusement, après une mission, Afeni se fait attraper et va en prison. Et c'est une fois derrière les barreaux qu'elle découvre qu'elle est enceinte de Billy. Et quand Billy l'apprend, il arrête de lui rendre visite. Et il disparaît. Pas très intéressé par un futur bébé, lui. Alors beaucoup disent qu'elle a accouché de Tupac en étant en prison. Alors, c'est pas tout à fait le cas, non. Elle a été enceinte pendant longtemps en étant en prison, mais après, lors du jugement, elle a réussi à se défendre et à en sortir innocente. Et donc, c'est une fois sortie de prison qu'elle a accouché. Donc, imaginez son état. Elle sort de prison. Les Black Panthers n'existent plus. Le papa du bébé s'est barré. Et c'est dans cet état que le 16 juin 1971, elle donne naissance à un garçon. Elle l'appelle Lesan Parish Crooks. Et oui, mes chers Yagadou, c'était le premier nom de Tupac. Le beau-père devenu vrai papa. Assez rapidement, sa maman a entamé une nouvelle romance. Son nouvel amoureux, qui deviendra le beau-père de Tupac, s'appelle Mutulu. C'est un révolutionnaire qui a des grandes valeurs de vie. Un jour, il raconte à Afeni l'histoire du révolutionnaire péruvien Tupac Amaru II. Et à la fin, il dit que s'il avait un fils, il l'aurait appelé comme ça. Le lendemain, Afeni, elle revient avec un acte de naissance où elle a changé le nom et désormais, le bébé s'appelle Tupac Amaru Shakur. Au début, Afeni, Mutulu et Tupac vivent plutôt bien. Mutulu possède plusieurs centres de réhabilitation, il aide des personnes pauvres et dépendantes. C'est un travailleur social quelque part. Le jeune Tupac lit constamment des livres sur les combattants pour les droits civiques. Mutulu s'occupe pleinement de son éducation. Assez vite, Mutulu et Afeni ont une petite fille et le jeune Tupac a une sœur cadette que les parents nomment Sekiwa. Mais assez rapidement, ça part en cacahuète. Le Mutulu, c'est quand même un révolutionnaire, donc pendant un moment, c'était un des hommes les plus recherchés des États-Unis. Il a organisé un braquage durant lequel ils ont volé quasi 2 millions de dollars et ils se sont fait attraper. Et on l'a mis en prison pour 60 ans. Et donc la maman Afeni se retrouve seule avec 2 enfants à charge et sans aucun travail. Mais en particulier quand on grandit dans le ghetto, on adore nos mères qui nous ont élevés seuls. Afeni, elle part en dépression totale, elle commence à se soigner avec des drogues. Elle devient accro à fond, une junkie de chez junkie. Elle a à peine assez d'argent pour louer une petite chambre à Harlem. La vie à Harlem. Harlem, à cette époque, résumé en 2 mots, c'est pauvreté et chaos. Imaginez un endroit où les loisirs locaux consistent à prendre des substances douteuses, se saouler et se bagarrer. Les revenus, principalement issus de la bicrave ou alors des crimes. Sortir de là ? Mission impossible. Et c'est dans cet environnement-là que le jeune Tupac allait à l'école. Et c'est là-bas qu'il a découvert un atelier de théâtre dans lequel il s'est inscrit juste parce qu'il donnait à manger le midi. Et donc le gars, il faisait du théâtre juste pour manger gratuitement parce que sa maman n'avait pas de quoi lui payer à manger. Mais pour continuer à bénéficier de ces déjeuners gratuits, il doit s'investir, assister aux répétitions, apprendre des textes, travailler son jeu d'acteur sur scène. Mais c'est durant ses cours de théâtre qu'il a découvert cet amour pour l'art. Il a commencé à lire, il s'est pris de passion pour Shakespeare. Et en plus, il est bon. Les profs lui disent qu'il a un vrai talent. Et pour lui, monter sur scène, c'est un énorme plaisir. Et c'est là-bas qu'il a découvert aussi la culture de hip-hop qui est née sous ses yeux. Des DJ qui mixaient des morceaux, des jeunes qui dansaient du hip-hop, des MC qui balançaient des freestyles, qui se clashaient entre eux. Tout ça, ça se passait sous les yeux du jeune Tupac. À peine âgé de 7 ans, il était témoin de la naissance d'une nouvelle culture. Une culture dont il deviendra un jour une icône majeure. Là, on se dit que ça part plutôt bien, mais ça ne va pas durer longtemps, non. Parce que sa maman, elle a des dettes de ouf, elle gaspille tout dans la drodro, et donc par dépit, elle supplie sa sœur qui habite à Baltimore de les héberger. Oui, on dirait qu'à chaque fois, il a des débuts galères, mais en tout cas, avec sa maman, il déménage à Baltimore. Tupac intègre une nouvelle école, et pas de bol, il devient rapidement la cible des moqueries et des harcèlements. Parce que là-bas, les élèves sont d'une classe, on va dire, moyenne, un peu élevée, et donc lui, il a à peine un pull tout pourri, avec des pompes
pompe trouée qui pue, donc personne veut devenir son pote. Il croit tellement pas à l'école qu'il a failli quitter les cours en général, mais il lui reste cette idée de théâtre en tête. Donc, il s'inscrit à des cours de théâtre là-bas. Bon, malheureusement, là-bas, ils n'ont pas de goûter gratuit, donc il a failli quitter les cours de théâtre à cause de ça. Mais là, sa prof, qui voit aussi un talent en lui propose de rester. S'il reprend les cours, elle l'aidera à entrer à la Baltimore School of Arts. Et là-bas, il y a des repas gratuits. Donc Tupac se met à fond dans l'art. Dans l'acting et aussi les cours. Il a repris du sérieux et s'est mis à fond dans les études. Par exemple, croiser Tupac en train de dévorer un bouquin, c'était quelque chose de normal. Le mec, c'est quasiment devenu un intello, et même moi, je me serais moqué de lui. Il a réussi à rentrer dans l'école d'art et il s'est mis à fond dans l'art. Il a pris comme base l'acting de cinéma, le théâtre classique, la poésie, le jazz et même le ballet. Rencontre de Jada Pinkett, la femme de Will Smith. Donc Tupac passe ses journées à s'entraîner au studio et le soir, il bosse comme DJ dans un club local et il a comme pseudo MC New York. C'est ouf que un des mecs qui représente le plus la Californie, son tout premier blaze, c'est MC New York. Bon après, il n'est pas super doué pour mixer, mais sur scène, c'est une vraie bête. Il enflamme le public avec des slogans rythmés. Harlem lui a donné le talent pour les rimes. Et le théâtre l'a rendu à l'aise sur scène. Grâce à ses performances, Tupac gagne une petite notoriété, il commence à être un peu connu à Baltimore, et après un de ses shows, une fille l'aborde pour le complimenter. Son nom, Jada Pinkett. Oui, celle que vous connaissez aujourd'hui comme l'actrice célèbre et la femme de Will Smith. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur Will Smith. À l'époque, Jada était tout simplement une habitante de Baltimore, et surprise, elle fréquentait la même école d'art que Tupac. Au début, Tupac, il est un peu timide, il n'ose pas la draguer parce que, bon, lui, il est super pauvre, sa maman, c'est une toxicomane, ils vivent dans des conditions plus que précaires, mais malgré tout, Jada le soutient constamment et devient sa meilleure amie. D'ailleurs, de nombreux biographes et journalistes affirment que Jada a toujours été la fille dont Tupac était sincèrement amoureux. Mais leur relation est restée strictement platonique. Et d'ailleurs, à l'école des arts, Jada et Tupac décrochent tous les deux les rôles principaux d'une pièce de Shakespeare. Vous imaginez Tupac en train de jouer du Shakespeare? Ah, il commence à adorer sa vie à Baltimore. Il a une meilleure amie, il est à fond sur la scène. Mais sa vie lui réserve un nouveau coup dur. C'est sa maman. Toujours à cause de ses problèmes de toxicomanie, elle s'est embrouillée avec sa sœur et du coup elle lui annonce qu'ils doivent déménager dans le ghetto total de la côte ouest qui s'appelle Marine City. Marine City, les débuts galères. Et à l'époque, Marine City, c'était aussi le festival du banditisme et de la pauvreté. Ah, Tupac, les situations galères, il les coche toutes. Ah, c'est un bingo. Pour faire simple, là-bas, c'est pas juste une ville, non. C'est tout simplement le plus grand ghetto de tous les temps. Le taux de criminalité est stratosphérique. Les rues étaient remplies de bicraveurs et tout le monde s'y mettait. Et donc Tupac, à un moment donné, il n'y a plus de théâtre, il n'a plus d'amis, il n'a plus d'oseille. Donc, il se met dans la bicrave. Parce que vendre des substances illicites est le seul moyen de gagner sa vie là-bas. Mais il n'est pas très doué, peut-être parce qu'il est trop théâtral et du coup, lors d'une de ses transactions, les flics le chopent. Ils veulent l'arrêter, mais heureusement, il est encore mineur. Et donc, ils lui laissent une dernière chance. Et ça va vraiment beaucoup jouer sur son cerveau, ça. Les débuts dans le rap. C'est à Marine City que Tupac commence à écrire ses premiers textes de rap. Il est doué pour tout mettre en rime. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup l'appellent le plus grand rappeur du monde, à l'époque, lui, il était loin d'écouter que du hip-hop. Ses chanteurs préférés étaient Kate Bush et Sarah McLachlan. Réalisant qu'il ne veut pas sombrer dans la violence comme les autres, il utilise ces mots pour se défendre. Et ils nous ont attaché les mains, mais ils ne peuvent pas nous prendre la musique. Il comprend que ses poèmes peuvent non seulement le protéger, mais aussi lui apporter de quoi vivre. À cette époque, il existe déjà des artistes comme Run DMC, Public Enemy, Eric B. et Rakim, ou alors Big Daddy Kane qui cartonnent en Amérique en gagnant leur vie grâce à leur musique. Tupac se dit alors, pourquoi pas moi? Je suis plus talentueux qu'eux. Et il a le talent et le charisme sur scène, rien à dire. Mais pour percer, on le sait, il faut se faire percer. Non, je rigole, pas tout de suite. Non, d'abord, il faut avoir des contacts. C'est alors qu'il rencontre Leila Steinberg, une productrice qui repère son potentiel et décide de l'aider à lancer sa carrière. Elle l'a carrément hébergé chez lui, et Tupac, en étant chez elle, il a lu énormément de livres. Ils sont devenus très amis. Après, l'histoire de leur rencontre, elle est assez intéressante, mais c'est trop long à raconter. J'essaie d'abréger. En 1989, Tupac signe un contrat avec elle, et Steinberg commence à promouvoir le jeune rappeur. Et c'est les débuts de son ascension fulgurante. J'ai su tout de suite que je me trouvais en présence de quelqu'un d'excessivement brillant et magnifique. Il avait sa place parmi les plus grands auteurs. Le groupe Digital Underground. Alors, pour faire court sur ses débuts, Tupac réussit à entrer en contact avec Arton Gregory, le producteur du groupe Digital Underground. Lorsque ce producteur lui a demandé « Et t'as quoi à me proposer de plus ?» Tupac lui a répondu « Je vais vendre plus de disques qu'aucun rappeur n'a jamais vendu. »
Ça va les chevilles? Ainsi, il arrive à rentrer dans le groupe Digital Underground. Vous les avez peut-être déjà vus passer. Ce MC avec des lunettes et un nez un peu bizarre, donc forcément c'est du rap comique, divertissant, ils apportent la bonne humeur et Tupac ça lui va pas. À chaque fois qu'on lui laisse un couplet, il est là à dénoncer la ségrégation, la violence policière et eux lui disent mais hey, calme-toi, on est là pour divertir. Il n'arrêtait pas de leur dire on prend pas la bonne direction, il faut qu'on soit plus sérieux. Alors que le groupe devient de plus en plus populaire, leurs albums se vendent de mieux en mieux, ils font des tournées dans tous les États-Unis, ils font même une tournée au Japon. Tupac commence à gagner son premier argent, mais Tupac ça lui suffit pas. Le public vient pour voir un mec à lunettes avec un faux nez. Il n'y a rien pour moi ici. Et donc en 1991, tout en restant fidèle au groupe, il commence à enregistrer son premier album solo. Il dénonce les abus policiers et raconte la vie dans le ghetto. Ses paroles frappent fort, il exprime le sentiment d'être pris au piège dans une société injuste. Il sent qu'il a enfin le droit de vivre pleinement. Mais ça ne va pas durer longtemps, comme d'habitude. Agression policière. Et à peine un mois après la sortie de son tout premier single, Tupac devient la victime d'une bavure policière. Des flics l'ont arrêté au volant, il a commencé à leur répondre, donc la tension est montée. Les flics ont commencé à le battre jusqu'à ce qu'il perde connaissance. La raison de cette violence, apparemment, donc c'est sa couleur de peau, en tout cas c'est ce qu'il confirme. C'est ce qu'il dit à tous les journalistes qui viennent le voir à l'hôpital. Et quelques jours plus tard, un article est publié dans un magazine. Et le nom de Tupac résonne dans toute la Californie. Dans l'esprit du public, le musicien apparaît comme un rappeur martyr, un défenseur des droits humains, victime de violences policières. Et donc au début des années 90, l'Amérique découvre Tupac sous cet angle. C'est ainsi que malgré lui, il devient non seulement une étoile montante du rap, mais aussi un symbole de l'injustice. Comme quoi parfois, la vie te met des coups, mais tu finis par transformer tes bleus en or musical. Le premier album. Youhou! Grâce à ce coup de projecteur médiatique, Tupac obtient son premier succès. Sur cette vague de popularité, Tupac se voit offrir un nouveau contrat avec le label Interscope. Un label qui a collaboré avec des pointures comme John Lennon ou alors Bruce Springsteen. Il décide de quitter le groupe Digital Underground. Il reçoit immédiatement tout l'équipement nécessaire de studio et une équipe pour terminer son premier album. Et donc le 12 novembre 1991, l'album voit le jour sous le nom de Tupacalypse Now. Pourquoi ce titre ? Eh bien, lorsque Tupac, avec sa sœur, vivait littéralement dans le cinéma, ils passaient leur temps à regarder des films. Et il a regardé le film Apocalypse Now de Francis Coppola plus de 20 fois, dont il est devenu juste fan. Donc il a choisi un titre similaire pour les rendre hommage. L'album fait l'effet d'une bombe. Le gangsta rap rentre directement dans la mode. Désormais, ce ne sont plus seulement les Afro-Américains des ghettos qui l'écoutent, mais aussi les adolescents blancs de bonne famille. Tupac Shakur atteint une super célébrité. Et pour couronner le tout, son image de jeune gangsta est renforcé par une apparition au cinéma. L'un de ses travaux les plus sérieux est le film Juice. Il récolte un beau box-office et Shakur reçoit d'excellentes critiques dans les magazines comme Rolling Stone, New York Times. Alors enfin, tout va bien pour le rappeur, mais comme on le sait, la vie ne le ménage pas et lui réserve un nouveau coup dur. Tupac interdit. Et une fois de plus, Tupac se retrouve mêlé à une affaire policière sans vouloir. En gros, pour résumer très courtement, il y a un homme qui est arrêté par la police pour avoir un policier. Et dans sa défense, au tribunal, il dit que c'est parce qu'il écoutait des sons de Tupac qu'il a décidé de tirer sur un policier. Les policiers confirment que c'est bien Tupac qu'il écoutait à fond dans sa voiture lorsqu'ils l'ont arrêté, et donc pour eux c'est clair, c'est Tupac qui est le fautif. Cette déclaration déclenche une tempête médiatique, les concerts de Tupac sont annulés, sa musique est censurée, le vice-président Dan Quayle en personne déclare que les albums comme Tupacalypse Now et leur auteur n'ont pas leur place dans la société américaine, les médias le critiquent ouvertement, ses morceaux sont retirés des radios, et les parents interdisent à leurs enfants d'écouter sa musique. Mais là où Tupac est fort, c'est que malgré cette injustice, il refuse de se taire. Deuxième album. Donc malgré cette tempête médiatique qui s'abat à nouveau sur lui, Tupac ne lâche rien et il écrit son deuxième album, qu'il intitule Strictly for My Nini. Le mot que j'ai pas le droit de dire. Sorti en 1993, l'album connaît encore un plus grand succès que son précédent. Il défonce tout dans les charts, malgré les interdictions et tout. Les gens, au contraire, ils veulent écouter ce qui est interdit. Tupac fait la une des magazines, les interviews s'enchaînent, et il devient une figure emblématique du label Interscope. Une véritable star avec enfin l'argent plein les poches. Il vit dans une maison immense à Atlanta, donc enfin on pourrait se dire que ça y est, tout va bien pour lui. Eh ben non, une fois de plus,
un coup dur frappe. Ah oui, sa vie, c'est des montagnes russes. À peine il a gravi le sommet que quelque chose vient tout bouleverser. Et à ce moment-là, arrive l'histoire du concert à Marine City, dont je vous ai parlé dans le début de la vidéo, où un petit devient victime après son concert. Donc voilà, une fois de plus, tous les médias l'attaquent, le gars il commence à être en déprime, et il a plus d'amis, il a une réputation d'un gangster, et à ce moment-là, il réalise qu'il a un besoin urgent d'une famille. Amitié avec Biggie. En fait, il se rend compte qu'il est arrivé à un niveau de célébrité où il traîne dans un cercle de gens faux et il a besoin de gens vrais autour de lui. Des gens à qui il peut faire confiance, à qui il peut se confier. Mais il n'a personne parce que sa maman, c'est une toxico, sa sœur, elle est partie vivre à New York, elle l'appelle que pour lui demander de l'oseille. Tous ceux que Tupac considérait comme des vrais amis sont loin. Bref, il est au bout du rouleau et il a besoin de quelqu'un qu'il peut appeler bro. Et un jour à la radio, il entend un morceau qui le fait vibrer. En sortant de la voiture, il n'arrive pas à se sortir de la tête ce refrain accrocheur. Tupac décide alors qu'il doit absolument rencontrer l'interprète de cette chanson. Et il s'agit de Notorious B.I.G. ou tout simplement Biggie. Shakur se reconnaît dans ses chansons et veut donc faire connaissance avec cette star de l'autre côté, de la côte Est. Et cela se produit lors d'un concert. Ils se voient, ils partagent une scène, ils commencent à discuter dans les loges et ils deviennent super potes. Ils ont plein de trucs en commun, ils se comprennent. Tupac lui propose tout de suite de collaborer. Pour Biggie, Tupac est déjà une véritable icône. Il était déjà fan de lui, donc il accepte avec enthousiasme de travailler ensemble. Tupac et Biggie deviennent rapidement inséparables. Ils passent leur journée à écrire des textes ensemble, à faire la teuf dans les clubs. Ils sont vraiment devenus les meilleurs amis du monde. Leur producteur n'y voit aucun inconvénient. Au contraire, tout le monde est ravi que deux rappeurs aussi talentueux apparaissent ensemble en public. Cela ne peut être que bénéfique pour tous. Et surtout, l'argent coule à flot. Personne n'aurait pu s'imaginer que cette amitié allait se transformer en la rivalité la plus sanglante de l'histoire du hip-hop. La guerre Est-Ouest. Accusation de violon. En 1993, Biggie présente une copine à Tupac. Elle s'appelle Ayanna Jackson. Elle a 19 ans et c'est une grande fan de Tupac. Et lorsqu'il y a une soirée que Tupac organise, donc il y a Biggie qui est chez lui, et Biggie lui dit pourquoi t'appelles pas Ayanna? Et donc Tupac l'appelle et dit vas-y t'es la bienvenue. Et pile au moment où Ayanna débarque à la soirée, Biggie dit désolé je dois y aller. Et il se barre. Pour une raison inconnue. Tupac, un peu éméché, en planant sous substance, il voit Ayanna et lui propose de se retirer dans la chambre. La fille accepte avec joie. Tout ce que Tupac propose, elle dit banco. Mais apparemment, une fois dans la chambre, Tupac, il est tellement bourré qu'il s'allonge sur le lit et il s'endort. Le lendemain, Tupac se réveille avec une terrible nouvelle. Ayanna Jackson est allée à la police pour l'accuser de violon. Alors deux versions s'opposent. Celle de Tupac qui dit qu'il n'a rien fait, qu'il s'est juste endormi, qu'il se rappelle de rien. Et celle d'Ayanna qui dit qu'il l'a forcé, qu'il a été violent. Qu'elle voulait s'échapper mais qu'il ne l'a pas laissé. Chaque version a ses arguments, mais à l'époque, l'Amérique prend parti d'Ayanna Jackson. Bien sûr, le scandale fait les unes des journaux et des émissions TV. Pour un artiste, une accusation de violence est extrêmement humiliant et grave. Le monde entier traite Tupac de violoniste, les concerts sont annulés, les films pour lesquels il avait des rôles sont annulés, des films qu'il avait déjà tournés sont mis au placard. Le label Interscope décide même de retirer toutes ses chansons de leur playlist. Tupac sombre dans une dépression sévère. En plus de tout son argent qui part dans une armée d'avocats, il n'y a pas de nouveaux revenus en vue. Il est devenu une personnalité toxique au bord de la faillite. Désespéré, il fréquente des clubs nocturnes, dépensant ses dernières économies. Bizarrement, même Biggie ne veut pas parler avec lui. À ce moment-là, il rencontre une femme nommée Keisha Morris. Il commence à la fréquenter et elle se moque de ce que les gens pensent de Tupac. Elle le croit. Elle tombe amoureuse de lui sans arrière-pensée. Voyant dans quel état il est, elle le soutient de toutes les façons possibles. Keisha l'accueille même à vivre dans son petit appartement à New York. Agression sur Tupac. Alors que niveau moral, ça va un tout petit peu mieux, mais il est toujours dans son affaire d'accusation pour violon. Et là, bizarrement, Biggie l'invite pour enregistrer un morceau avec lui à New York. Tupac décide de se rendre au studio Quad, où l'attendait Biggie, Puff Daddy et un autre rappeur nommé Booker. Il arrive avec des connaissances, et c'est en entrant dans l'ascenseur qu'il entend derrière une voix leur ordonner « Au sol et enlevez vos bijoux ». Tout le monde obéit, sauf Tupac. Lui, il est là, il fait « tu me dis pas ce que je dois faire ». Fidèle à son caractère bien trempé, le gars, il se fait braquer avec des guigui et essaie de leur choper les flingues. Résultat, ça a pas loupé. Les assaillants lui ont tiré dessus 3 fois. Gravement blessé, Tupac rampe dans l'ascenseur, appuie sur l'étage du studio. Quand Biggie et Puff Daddy le voient débarquer dans cet état, ils sont pétrifiés, ils savent pas quoi faire. Tupac s'effondre sur un canapé, il s'allume une peu clos, il leur dit « alors les gars, appelez la 911 ». Donc il est transporté à l'hôpital en urgence. À l'hôpital, des gens proches lui rendent visite comme Keisha, sa maman et même son père biologique.
Oui, celui qu'il avait abandonné alors qu'il était même pas encore né. Et moi, le passage qui me choque le plus, c'est que le mec, il raconte que lorsqu'il est arrivé devant son fils qui était genre plein de cicatrices, plein de tubes attachés à ses bras et de partout, dans les médias, ils avaient dit qu'il s'est fait tirer sur les coucougnettes. Et donc apparemment, lorsque son père est rentré dans sa pièce, il a dit « Hé papa, c'est faux, ils m'ont rien tiré dessus, regarde !» Et là, donc, il montre sa beuteux. I knew he was my son. Oh, really? You want to... I don't want to. No, I don't. Oh, lorsqu'il m'a montré son paquet, j'ai tout de suite compris que c'est bien mon fils. Il y a son fils qui a 2 doigts de mourir, mais il en profite pour dire à tout le monde qu'il a une grosse beuteux. Vraiment, chacun ses priorités. Une fois rétabli à sa vie hors de danger, Tupac est autorisé à quitter l'hôpital. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il demande à Keisha Morris son mariage. Il décide de faire la cérémonie officielle après le verdict du procès concernant le violon. Jugement. Et le jour du jugement arrive et ça ne penche pas du côté de Tupac. Non. Il est condamné à 4 ans de prison. Alors que les mecs débarquent au tribunal en fauteuil roulant. Tous les médias ont les yeux sur lui, c'est la nouvelle du moment. Lui, il clame ouvertement qu'il n'est pas d'accord avec le jugement, mais rien à faire. Il est directement amené à la prison depuis le tribunal. En prison, derrière les barreaux, Tupac commence à devenir parano. Il n'arrête pas de réfléchir à tout ce qui s'est passé, à penser aux détails, et il se dit que l'implication de Biggie dans tout ça, c'est chelou. Pourquoi cette fille, c'était à la base une copine de Biggie? Pourquoi c'est lui qui lui a proposé de l'inviter ce soir-là et une fois qu'elle est arrivée, il s'est barré? Et surtout, cette histoire d'agression. Il est quand même allé enregistrer un morceau avec Biggie et une fois qu'il était monté au studio et quand ils l'ont vu à 2 doigts de mourir, on dirait qu'il se dépêchait pas trop d'appeler les secours. T'sais, limite, s'ils mouraient sous leurs yeux, ça les aurait arrangés. Ah, la théorie du complot version XXL. Désormais, il ne pense qu'à une seule chose, qu'on a mis un contrat sur sa tête. Depuis sa cellule, il donne une interview à un journal où il accuse ouvertement Biggie et Puff Daddy. En réponse à ces accusations, Biggie sort le morceau Who Shot Ya? Who shot ya? Genre, qui t'a tiré dessus? Je t'avais bien dit de ne pas jouer avec moi, regarde-toi maintenant, tu peux même plus parler. Biggie il dit que mais non, je parle pas de lui, je parle juste comme ça en général. Tous ceux qui veulent m'attaquer, c'est ça qui leur arrive. Dans ses interviews, Biggie affirme qu'il aime beaucoup Tupac, qu'il regrette ce qui lui arrive, mais la tension est montée. Et personne ne pouvait prévoir jusqu'à où cette rivalité pouvait les amener. 3e album depuis la prison. Tupac est transféré à la prison de Clinton, et pendant ce temps-là, en fait, son album qui était déjà enregistré sort. Donc son album sort alors qu'il est en prison. Il s'appelle Me Against the World, donc moi contre le monde entier. C'est parfaitement l'image qu'il a en pile à ce moment-là. L'album explose tous les classements, il rafale toutes les premières places et il devient carrément platine. Lors d'une de ses visites, il demande à Keisha à nouveau en mariage et à ce moment-là, elle dit oui. Et il se marie carrément en prison. Classe, non? Faudrait que j'y pense pour mon mariage. Chérie, là, je suis sûr qu'on est en train de regarder tous les deux la vidéo. Mariage en prison, ça le fait? Les avocats de Tupac font appel et parviennent à réduire sa peine à 11 mois. Mais il y a un tout petit hic, c'est qu'il doit payer une caution de 1,5 million de dollars. Et Tupac n'a pas cette somme-là. Son label dit non mais on le connaît pas lui, d'où il sort? Tupac est frustré, il se dit que personne veut l'aider, il a à 2 doigts de tout péter, il commence à détester son label, et c'est là que le changement arrive. Rencontre de Suge Knight et Death Row. Alors, pendant que Tupac est derrière les barreaux, Suge Knight, un des grands producteurs là-bas, qui est le directeur du label Death Row, donc le label où il y a Dr. Dre, Snoop Dogg, qui commence à bien cartonner, il rend visite à Tupac en prison, et il lui dit « Vas-y, nous on paye ta caution, et t'inquiète mon gars, on a de l'oseille pour toi. On a des jets, on a des caisses, on a des montres. Juste, il te suffit de signer avec nous, c'est tout. » Suge Knight est un maître de la persuasion et il sait jouer sur le désespoir de Tupac. Face à cette offre alléchante, Tupac accepte et signe un contrat avec Death Row Records. Et comme par magie, le voilà libéré de prison. Plus tard, Tupac dira que lorsqu'il a signé ce contrat, dans sa tête, c'était comme s'il avait signé un pacte avec le diable. Une fois dehors, Tupac se lance à corps perdu dans le travail sur son nouvel album. Et en 1995, sort le grand classique All Eyes on Me. Vous connaissez tous les morceaux de cet album. Il part en tournée à travers les États-Unis, retrouvant toute sa popularité d'antan. Et limite, il est encore plus populaire. Ses morceaux passent dans toutes les radios. Mais avec le retour du succès, c'est les problèmes avec Keisha, sa femme, qui commencent. Tupac passe tout son temps en studio, en soirée ou alors sur les routes. Il délaisse complètement sa femme. Quand tout allait mal, il l'aimait et la chérissait. Mais maintenant que les choses se sont arrangées, il ne la remarque même pas. Sa nouvelle famille est désormais composée de ses collègues de Death Row. Keisha supplie Tupac de divorcer, mais il dit non, attends. Pour lui, de toute façon, la priorité,
c'est de régler ses comptes avec Biggie. Clash contre Biggie. En janvier 1996, la femme de Biggie vient en Californie. Et c'est là où Suge Knight la rencontre et ils disent « Hey, venez, on fait quelques photos tous ensemble avec Tupac, avec Snoop Dogg. » Donc elle se doute de rien. Et quelques jours plus tard, il la publie partout dans les journaux en disant « Hey, la femme de Biggie fait la fête avec Tupac. » Son plus grand ennemi. Tupac laisse entendre qu'il a une relation avec eux. Suite à ces révélations, bien sûr, sa femme Keisha divorce. Elle dit, t'es en train de dire que tu me trompes. Tupac, ça le gêne pas trop parce qu'il trouve directement une autre meuf. C'est la fille de Quincy Jones. Ouais, d'ailleurs, et fait intéressant, c'est que Tupac, dans une interview, il raconte que Quincy Jones, donc son beau-père, a essayé de le... Ouais. Ensuite, comme ça suffisait pas, Tupac sort le single Hit 'Em Up, le gros clash contre Biggie. Vraiment, il fait du sale. Ah, il sort tous les dossiers, il frappe dans les points où ça fait le plus mal, dans la famille, il dit qu'il a des relations avec sa femme, il insulte ses gamins. Il attaque frontalement Biggie, Puff Daddy et tout le rap de la côte Est. Le morceau est véritablement une bombe qui fait grimper la tension à son point maximal. Biggie est furieux de ouf. Et Suge Knight, son producteur, bien sûr, il est content de l'effet que ça fait. Ah, il est là, il en rajoute, il dit « Mais vas-y, remets-lui encore plus, ah, ce gros, il sait même pas quoi répondre. » Les deux morceaux, Who Shot Ya et Hit 'Em Up, c'est vraiment le paroxysme de la guerre Est-Ouest. Malheureusement, cette escalade n'augure rien de bon. Et tout le monde craint une issue tragique. La fin à Las Vegas. Et cette fin tragique arrive. En août 96, Tupac enregistre un nouvel album en à peine 7 jours. Pour fêter donc cet album enregistré, il décide de partir s'amuser à Las Vegas. Il va voir un match de Mike Tyson, qui est son pote depuis très longtemps. Déjà, rien qu'arriver à l'hôtel, il s'embrouille avec plein de gens. La tension est maximale, il passe à ça à chaque fois d'une bagarre. Il a 20 gardes du corps tellement c'est dangereux. Et après le combat de Mike Tyson, dans la nuit entre le 6 et le 7 septembre, Tupac et Suge Knight décident de partir en boîte de nuit. Donc, ils se mettent dans la voiture de Suge, dans une BM série 7, Suge Knight au volant, et donc ils démarrent. Déjà, ils roulent sans plaque, les vitres ouvertes, avec le son à fond. Ils s'arrêtent à un premier feu, une voiture s'arrête à côté, et c'est une voiture de police. Ils leur disent de baisser le son, mais lorsqu'ils reconnaissent Tupac, ils se disent « Ok, bon, d'accord, allez-y, circulez. » Prochain feu, ils s'arrêtent, une nouvelle voiture s'arrête à leur niveau. Ils tournent la tête, les vitres se baissent, ils deviennent inquiets. Mais là, c'est des paparazzis. Ils prennent une photo d'eux, ils continuent de rouler et ils s'arrêtent au troisième feu. Et une nouvelle voiture s'arrête à leur niveau. Les vitres de cette voiture se baissent. Tupac s'attend à un nouveau paparazzi pour prendre une photo. Mais c'est pas des flashs de caméra qui se prennent, c'est des tirs de fusil. 4 balles touchent Tupac, à la poitrine, au bassin et aux côtes. Sous le choc, Suge Knight appuie sur l'accélérateur. La BM heurte un trottoir et en bloquant les portières. Blessé, Suge Knight parvient à défoncer sa portière, puis il arrache celle du côté de Tupac pour le sortir de la voiture. Tupac est gravement blessé et étendu sur le trottoir. Les passants crient à l'aide, on appelle d'urgence les secours. L'ambulance arrive rapidement et Tupac, inconscient, est transporté à l'hôpital. Il est plongé dans un coma artificiel et les médecins se battent pour sa vie pendant une semaine. Mais malheureusement, le 13 septembre 1991, à 16h, son cœur s'éteint. Une étoile du hip-hop vient de s'éteindre, laissant derrière elle un héritage inoubliable. Une légende qui ne fera que grandir avec le temps. Alors j'ai essayé de faire au plus court pour raconter sa vie incroyable. Mais au final, ce que je trouve le plus ouf, c'est que toute cette vie, il n'a vécu que jusqu'à ses 25 ans. Qu'est-ce qui serait passé après? Mais en même temps, d'un autre côté, je me dis, il n'avait que 25 ans. C'était un jeune. Aujourd'hui, moi qui a 35, je me dis, c'est normal que t'étais aussi thug, parce que t'avais que 25 ans. Tout le monde, c'est des thugs à 25 ans. Il n'a même pas eu la trentaine. Il ne sait même pas ce que c'est de se réveiller avec une gueule de bois horrible. C'est pour ça que je me demande tout le temps, comment il serait aujourd'hui s'il était resté en vie? Toi, dans les commentaires, dis-moi, si tu pouvais poser une question à Tupac, laquelle ça serait? N'oubliez pas de me mettre un maximum de likes. On discute toujours dans les commentaires. Voici ma chaîne Telegram pour venir m'écrire en privé. Devenez membre de ma chaîne pour me soutenir. Balancez des dons, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver vraiment très bientôt.